enfin très objectivement, de l'ensemble des bibliothèques de France, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en arrivant. J'ai souvenir d'avoir participé à une enquête du service du livre et de la lecture qui indiquait qu'en 30 ou 40 ans, j'ai oublié les chiffres précisément et je ne les ai pas relus, donc je m'excuse par avance du caractère flou de mes propos, mais en gros, on est passé de un quart des bibliothèques qui proposent des initiatives en direction des tout-petits à plus des 3/4. Et en une quarantaine d'années. Et c'est notamment le fruit du travail que l'association Accès a fourni en direction de l'ensemble des bibliothèques et puis plus largement de l'ensemble de la chaîne du livre. Et je pense que c'est... voilà, si aujourd'hui les initiatives en direction des tout-petits sont devenues une pratique très majoritaire et quasi unanime dans le monde de la lecture publique, c'est en partie grâce à Accès. Donc on est ravis que ça ait pu avoir lieu. On se disait aussi qu'il fallait que ça continue parce qu'il y a toujours des jeunes générations à former, il y a toujours des choses à remettre en place. Donc on est ravis que ça continue avec de nouvelles expérimentations dont j'imagine qu'il y aura des retours, des discussions dans la salle, mais les premiers retours des collègues que je vous livre dès maintenant, c'est que ça marche très bien et que voilà, les enfants s'approprient vraiment cet objet de lecture, enfin je ne sais pas comment l'appeler, et voilà, donc objet d'art et de lecture. En tout cas, ça fonctionne, les livres sont empruntés, les tout-petits vont en direction de l'objet, les parents aussi, donc j'imagine que vous allez en parler toute la journée. Avec les collègues notamment qui ont déjà un premier retour. En tout cas, voilà, on est ravis de vous accueillir. Je tenais à passer. Merci beaucoup. Je pense que la meilleure personne pour parler de cette exposition et de ses origines, c'est Marie Bonafé. Donc, je vais lui donner la parole. Ensuite, nous écouterons aussi les artistes plasticiennes qui sont ici présentes, bien évidemment, pour ce grand jour. Sylvie Jobert et Catherine Mercier. Et puis, on aura aussi un retour d'expérience d'une semaine d'installation dans cette super médiathèque. Je vous présente aussi, mais je pense que vous les connaissez déjà, Dominique Morel, pédopsychiatre et membre du bureau, et Evelio Cabrero-Parra, psycholinguiste et vice-président de l'association. Voilà, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que c'est vraiment un projet qui est innovant et qui symbolise complètement l'action d'Accès. Voilà. Marie. Alors moi, je suis très émue, je l'ai dit, mais ce n'est pas du cinéma, comme on dit. Vous savez, Accès a commencé, le professeur Diatkin m'a arraché un autre projet que je voulais faire à partir du service de Tony Lenné. Un livre vient de paraître sur Tony Lenné. Je vous le signale. Donc, Accès était né de là. Et au départ, nous voulions faire des projets avec les plasticiens, avec l'art plastique. Je revenais de Suisse. Mon fils était allé à 3 ans dans un jardin d'enfants. Il faisait de la peinture au doigt sur d'énormes panneaux, on le voyait de la rue. Enfin, voilà, les bébés de Genève dessinent beaucoup, peignent, se mettent de la peinture partout et font des œuvres merveilleuses. À l'époque, maintenant, ça s'est plus fait, d'ailleurs, parce que c'était juste avant les années 80. Et le projet que nous avons commencé à faire, puisque nous avions fait à la Bibliothèque Saint-Michel-sur-Orge une œuvre d'un plasticien. C'était des bouts de ciel partout. Voilà. Et moi, après, j'ai dit, comme René Diatkin m'a dit, tu dois travailler avec les bibliothèques. Ah bon? J'ai changé d'avis depuis. Et donc, nous avons fait Accès pendant les 3 premières années avec des projets de plasticiens. Je ne sais pas si vous le saviez. Oui, puisqu'après, nous avons fait des expositions aussi avec un niveau d'art plastique très exigeant avec Catherine. Merci. Et voilà. Ensuite, vous avez fait Tandem et avec Sylvie Jobert, vous êtes nos artistes préférés. Pourquoi c'est très important ces objets, on peut dire ça, objets d'art, et l'intérêt que les bébés et leurs familles, on a observé ça ici jeudi matin, c'est vraiment un lien, alors spécialement le tuyau, il faut en mettre note, parce que on se l'arrache, on se cache derrière. Cette transmission comme ça, magique, a beaucoup de succès, mais je pense que ce qui est le pôle de ça, c'est la qualité de l'œuvre d'art. À quel point il y a toujours ce mystère, pourquoi, vous tous vous le savez, pourquoi les bébés choisissent les meilleurs artistes. Je dis, pour publier un livre,
Vous mettez d'un côté un jury avec des gens comme vous, avec des bibliothécaires, des gens qui connaissent, etc. Bon, on va publier Tana Oban, Olivier Douzou, etc. Puis vous mettez dans un autre coin des tas de livres mélangés avec des bons et des moins bons, et les bébés choisissent les mêmes livres. C'est quand même un mystère, quand même. Vous le savez tous qui pratiquaient ça. Donc l'importance de l'œuvre d'art, avant que la parole ne se constitue, avant ces fameuses 6 premières années où le moi-je, le sujet, n'est pas encore tout à fait constitué, où tout petit moi-je ne sait pas encore qu'il y a d'autres moi-je aussi importants que moi. Voilà. Et après, on va pouvoir effectivement apprendre, raconter une histoire soi-même en disant « je », comme dans les histoires qu'ils lisent. Il faut 5 longues années pour faire ça au petit être humain. Et voilà, la constitution du sujet, on dit. Mais tout le monde sait ça. C'est tout simple. Et aussi, ne l'oublions jamais, comment une partie des parents touchés au cœur, parce que ça touche l'affectivité. On n'est plus dans les raisonnements, on n'a plus de souvenirs précis de ces parcours-là. On ne sait pas pourquoi on se met tous les parents et les adultes qui ont une fonction parentale à ce moment-là, une fonction maternelle, on dit. Hein. C'est dans les premières années, le père materne les enfants. Voilà, et maintenant il apprend de plus en plus à le faire. Pourquoi il y a cette sensibilité à l'œuvre d'art? Et nous sommes encore en train d'être en recherche et de nous poser ces questions à travers les observations que nous faisons. Evelio Cabrero, Dominique Morel-Manella, moi et toute l'équipe pour recueillir ces observations où on voit à quel point les bébés sont experts. Les grands peintres ont été fascinés par cela, la plupart. Alors, moi, je suis un peu immodeste. J'ai écrit quelque chose sur Picasso. Picasso, toute sa vie, a dit qu'il a envie. Bon, il a dit que son père, qui était peintre, lui interdisait et détruisait probablement ses œuvres d'enfant, qu'il a toujours dessinées. On disait qu'à 12 ans, je dessinais comme Raphaël, dit-il, mais c'était ses professeurs de l'école. Il avait effectivement ce trait. Et il dit qu'il a toujours essayé, et Picasso, il dessinait tous les jours, il créait tous les jours. Et alors on me dit, bon, Picasso, c'est un peu à part, etc. Et il essayait de retrouver les formes et l'énergie, c'est très important, qui existent avant 5 ans, quand la parole est en train de se créer. Voilà. Et vous savez, parce que Picasso est un grand dévoreur, on dit, un grand copieur en fait. Il s'appropriait tout, il s'est approprié Braque pour faire du cubisme, il s'est approprié, tout simplement, il s'appropriait Rembrandt. Quand on voit les dessins de Rembrandt, alors moi ce matin j'y ai repensé, et il y a une chose qui m'a beaucoup émue quand on voit le musée Rembrandt en Hollande. Rembrandt avait un garçon qui dessinait très bien, qu'il a peint, c'est un très beau tableau, et qui est mort. Et l'œuvre dessinée, je crois, donc Rembrandt, comme Picasso, dessinait tous les jours. C'était leur petit, pas forcément pour exposer du tout à l'époque, mais quand on voit ses dessins, on voit la parenté évidente. D'ailleurs, il a fait une pisseuse. Pisseuse, un thème ô combien enfantin, hein. Et Picasso aussi a fait la pisseuse, comme Rembrandt, bien sûr. Hein. Dans ses dessins, bon, on me dit elle est un peu bizarre, pourquoi elle nous parle de ça, de ses passions et tout ça, mais l'enfant qui commence à dessiner, il faut faire attention. Moi, j'ai une famille amie, là, il y en a un qui va entrer au CP, qui a 6 ans, puis l'autre qui a 3 ans et demi, 4 ans. Alors, on a tendance à trouver que lui, le petit, alors maintenant il joue des instruments, etc., mais que ses dessins sont moins beaux que ceux du grand, qui fait des dessins extraordinaires. Et moi, vous savez, quand l'enfant commence à faire ça, alors il commence à faire les gribouillages, à une vitesse, avec une puissance. Il y a les gribouillages, il y a les points, tout de suite. Et puis après, il fait des traits, des carrés, mais avec une énergie. Et après, ça va faire soit le bonhomme, soit la maison. Et dans tous les pays du monde, alors ça c'est assez bizarre, je ne sais pas si quelqu'un a expliqué ça, la maison est comme ça. C'est bizarre, c'est bon.
En fait, c'est les carrés, c'est les triangles. Hein, et avec une énergie, aucun animal ne fait ça, bien sûr. Mon chat, il s'intéresse un peu à la télé. Tout le monde sait, ça bouge comme ça. Il doit y avoir quelque chose d'une souris, quoi, quand même, un peu. C'est bizarre, il reconnaît les animaux. Bon. Mais aucun animal ne fait, dans tous les pays du monde, que ce soit sur du papier, que ce soit sur la buée des fenêtres, sur la neige, sur le sable aussi, tous les enfants du monde vont s'approprier, avec le langage, ils vont s'approprier l'espace et en faire des créations. Voilà. Alors, on ne parle pas des couleurs, et il y a peu de choses écrites là-dessus, il y a peu de choses. Et je lance un appel, en quelque sorte, pour qu'on ne dise pas que les dessins des plus grands sont mieux. Parce que les premiers gribouillages, c'est une opération magique. Et à ce moment-là, l'enfant, alors là, on vient dans nos, apprécie les beaux dessins, les Tanaoban, déjà avant. Il apprécie le fil d'une histoire, la construction d'un récit, et la qualité des artistes. Merci. Voilà. Alors, très immodestement, j'ai écrit une petite chose. Picasso, l'irruption de l'enfance, qu'on trouve sur le net, dans le colloque Revoir Picasso, où je mets un tout petit peu de... Voilà, il faudrait développer un peu plus. Mais merci à nos artistes. Voilà, quelle était la demande d'accès pour cet objet? Parce qu'en fait, cet objet, il est un petit peu étrange. Et la demande d'accès était très particulière. Donc, c'est là-dessus qu'on aimerait entendre Marie. Alors, vous savez, nous avons une belle exposition. Et je suis allée... il y a une pétition qui a circulé pour cette très belle bibliothèque à la Trinité qui touche Nice. Et c'est une grande surface. Je ne fais pas de publicité parce que j'ai oublié le nom, qui est aux portes de Nice. Et elles ont une bibliothèque formidable et il y a une pétition qui a circulé parce que le maire a voulu faire payer, y compris les enfants qui venaient de l'extérieur de... On n'a pas eu ça. Enfin bon, bref. Elles font une très belle et on a fait une intervention et elle est tachée, c'était un certain problème, elle s'en est pas du tout plein, mais je me suis aperçue qu'elle est allée chercher notre exposition très grande, etc. Il a fallu fréter une camionnette pour aller à la médiathèque départementale, la transporter, etc. Elle est encore tout à fait comme il faut, c'est très bien, mais et je me suis dit, il faudrait quelque chose qui rentre dans une voiture, qui soit facile à transporter et qui rentre dans une voiture pour aller dans des petites PMI de montagne, parce que là aussi, c'est un autre souvenir. À côté du Festival de Prague, j'étais dans un gîte, et le maire, c'était le frère du maire, et il m'a dit « Oh, mon frère, il était maire, et il avait créé la bibliothèque. » Il faisait évidemment beaucoup de choses avec une chorale, musique, dans les villages de cette vallée. À la suite du Festival de Prague, il y a une grande activité, une grande activité culturelle. Je me suis dit, il faudrait quelque chose qui puisse se transporter facilement dans un endroit comme ça, où il y a déjà une stimulation et où on ne voit pas peut-être tout l'intérêt d'avoir ces premiers albums. Alors, il y a une chose aussi, je suis contente que tu me relances, c'est que, vous savez, il y a une chose que nous avons quand même, grâce à vous, nous arrivons à le faire passer, cette idée que dans ce premier âge, dans ce premier moment de la vie, dans la constitution du sujet, du moi-je, il n'y a pas d'inégalité sociale. Il n'y a pas d'inégalité sociale. C'est-à-dire que, je vais répéter une troisième fois, il n'y a pas d'inégalité sociale. C'est-à-dire que dans nos observations, nous voyons que les enfants... Nous travaillons à la pouponnière du département de l'Essonne, Nathalie Virno est là, à la prison de Fleury-Mérogis. Les parents n'ont pas de livres à la maison et les enfants ont des choix, des goûts pertinents, une énergie pour conserver, qu'on leur lise les livres de leur choix et qui sont des choix de qualité. Alors ça, c'est une chose que nous voulons diffuser, qui est très importante, la lutte contre l'illettrisme, parce qu'on sait que quand les enfants arrivent à l'école et pensent que le livre est un objet rebutant et un objet d'échec, si ça n'a pas été un objet de plaisir avant l'âge de la scolarité, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances que l'enfant devienne... sinon illettré, il y a peu d'illettrés quand même dans notre pays, mais par contre, qu'ils soient marginalisés dans les écoles. Beaucoup, beaucoup plus de chances. Et
et qui n'ait pas non plus envie d'aller dans une bibliothèque ou même de bénéficier d'une activité extérieure de bibliothèque. Cet enracinement comme ça dans le premier âge pour les parents et pour les enfants, parce que c'est très important de le faire, individuellement pour chaque enfant dans le petit groupe, vous savez que c'est notre façon, ce que l'expérience nous a appris, et de le faire. Et alors, deuxième point aussi très important, c'est pour ça que nous nous appelons contre les exclusions et les ségrégations, de mettre en vedette justement les observations reconnues dans cette population. Le deuxième point extrêmement important, c'est que quand une bibliothèque fait un mini-projet, l'important, c'est de le faire justement là où c'est le plus démuni et là où c'est le plus difficile. Nous allons publier je vois que Colin Cidre, qui représente donc le ministère, la direction du livre est présent. Nous allons publier ce qui se passe dans des expériences de première page, par exemple, et de montrer que c'est là où on a privilégié peu d'expériences. Mais situé dans les quartiers les plus importants, que la bibliothèque va développer le plus les activités livre petite enfance. Parce que si on s'adresse aux parents déjà lecteurs, bien sûr, il y a une activité, mais elle est quand même beaucoup moins significative, plus superficielle, quoi, disons, si on se contente d'alimenter culturellement des publics déjà lecteurs. Alors que si vous avez très peu de projets, mais qu'ils vont avoir cette dynamique, je vois que Sylvie a Michelin, ce qui s'est passé par exemple avec les boîtes à livres dans le département du 93, dont elle était responsable et qui continue. Donc l'idée, c'est de cette explosion que Picasso ou Rembrandt essayaient de saisir dans ce premier élan, ce côté, cette dynamique, cette dynamite que représentent ces projets, même s'ils sont en petit nombre, pour une bibliothèque, dans et hors de la bibliothèque, c'est ce qu'il y a de plus dynamique. Voilà ce que nous défendons, Accès contre les exclusions et les ségrégations. Marie, je vais revenir au cahier des charges, parce que Marie, effectivement, quand on a réfléchi à ce nouvel objet, ça venait d'une expérience que tu as vécue, une observation, quelqu'un qui te confie l'importance d'avoir un objet qui soit facilement transportable, qui soit facilement stockable, qu'on puisse... Atlantique. Voilà. Donc il y avait cette nécessité de pouvoir avoir un objet qui puisse voyager. Il y avait quand même cette idée-là. Mais je me souviens aussi, parce que c'est là qu'on s'est aussi rencontrés autour de cet objet, tu évoquais aussi le fait que ce ne devait pas être une exposition. On s'est beaucoup interrogé sur ce nom, justement, cette appellation qui aujourd'hui a trouvé une identité avec le nom trouvé par les deux plasticiennes, la raconterie, qui quand même évoque plein de choses et qui, je trouve, est un nom magnifique. Mais c'était effectivement l'envie de ne pas faire une exposition pour juste présenter. Est-ce que tu peux nous revenir sur cette idée de objet, exposition? Parce qu'on a une exposition qui existe et qui continue d'exister. C'est pas du tout une concurrence ou une autre exposition qu'on fait, c'est autre chose. Et je trouve que c'est sa singularité aussi. Oui, je pensais très bien que tu mettes l'accent là-dessus. On demandera plutôt aux artistes, peut-être. Une exposition, ça s'adresse plus aux adultes. Et là, c'est quand même un endroit pour accueillir les bébés. Hein. En effet, une des choses spécifiques à notre pratique, c'est la rencontre entre un adulte, un livre et un enfant. Et il s'agit d'une rencontre un peu dans l'intimité. Et là, par exemple, il faut qu'elle soit symbolisée, qu'elle soit mise en scène, cette rencontre-là. Et les livres, pour un enfant, pour un bébé, un livre, ce n'est pas un livre comme pour un adulte. C'est un objet quelconque. Nous savons tous comment il commence pour le mettre dans la bouche, les sucer, les taper. Mais cette rencontre individuelle et intime entre un adulte, un enfant, un livre, implique une disponibilité psychique de l'adulte.
Et on a besoin de l'humain pour construire l'humain. Alors ça, c'est important de créer un espace où cette rencontre puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Le livre est un jouet comme les autres. Et lentement, le livre commence à devenir l'objet de culture, qui contient de la pensée, qu'il y a un espace à l'intérieur de ce livre-là qui est en rapport avec les schémas corporels, qu'il y a un haut, bas, droite et gauche. Le livre-là, je me souviens lorsque François Mitterrand avait demandé les plans pour construire la bibliothèque, François Mitterrand, il a demandé que ce soit la forme d'un livre ouvert. Et tout ça, quand j'ai vu l'exposition, j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme ça, une historique dans la bibliothèque française, de cette bibliothèque François Mitterrand, que j'étais touché quand je voyais François Mitterrand défendre son projet. Et tout ce qu'il voulait, c'est que quelque part, l'idée que soit des livres est ouvert. Voilà, et c'est ça ce qu'on fait. Et quand j'ai vu là, effectivement, vous avez fait, je ne sais pas si vous aviez pensé à cela, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose de... Ça m'a rappelé à moi, cela. Et bon, et quand j'ai vu l'exposition pour la première fois, je suis arrivé à Accès, je ne savais pas que c'était ça l'objet en question. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé à mes petits-enfants. J'ai dit, ça serait joli de voir cet objet dans la chambre d'un enfant. Et c'est vrai que les couleurs, c'est extraordinaire. Et la forme d'un livre ouvert, des petits sièges où je vois là qu'il y a 3, c'est-à-dire un adulte lecteur, un enfant et quelqu'un de la famille, qui pourrait être le père, la mère, la grand-mère qui sont là. Ces 3 places sont extrêmement fondamentales parce qu'en fait, on fait la lecture individuelle. C'est boucle d'or. Voilà. Et on fait la lecture individuelle qui demande un investissement humain considérable. Comment est-ce que les gens ont eu des difficultés pour accepter cette idée d'individuel? Mais je répète, pour construire l'humain, on a besoin de l'humain. Et les choses qui se manifestent dans la rencontre entre un enfant, un adulte et un livre passent à côté lorsqu'il fait une lecture en groupe. Parce que l'enfant se manifeste, il montre, il regarde, il est extrêmement étonné par cette voix qui est en écho avec quelque chose qui est là. Et c'est comme ça que le bébé découvre très vite que dans le livre, il y a de la voix, qu'il y a une voix silencieuse qu'il faut reconstruire. Et bien avant de commencer à lire, dès qu'on ouvre un livre, il commence à dire ta 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 da 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 da, c'est-à-dire cette découverte extraordinaire qu'il y a une voix silencieuse contenue dans ces choses-là et qui commence à, je dirais même pas imiter, à s'identifier à cet adulte qui prête sa voix pour reconstruire la voix silencieuse qu'il y a dans un livre. Sans cette découverte, l'acquisition de la lecture et l'écriture n'a pas le même sens. Et c'est la découverte qu'a fait Champollion pour découvrir le système égyptien, qu'à l'époque, il y avait discussion entre les académiciens de Londres et de Paris en disant que tout ça, des hiéroglyphes, c'est des petits codes, etc., etc. Et Champollion a eu l'intuition que derrière tout ça, il y avait une langue orale. Il a commencé à dire, mais si on pourrait prononcer cette langue orale qui est mise en scène là-dedans. Et il est venu parler avec les représentants de l'église copte à Paris, parce que les coptes, c'est les Égyptiens de l'époque. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir l'intuition qu'il y avait une langue orale. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'écriture. Et voilà. Première chose fondamentale dans cette rencontre individuelle entre un adulte, un enfant, un livre, découvrir que dans les livres, il y a de la voix. Actuellement, c'est une question cruciale, étant donné tout le développement de ce qu'on appelle les neurosciences. Et en ce qui concerne le langage, depuis Broca, ici en France, on sait qu'il y a un siège spécifique pour le langage chez les êtres humains. C'est la faculté du langage qui est inscrite dans le système neurologique. C'est grâce à la faculté du langage que les humains, nous pourrons apprendre des langues, la langue maternelle et toutes les langues qui viennent là. La faculté du langage est la même pour tout le monde. Simplement, la faculté du langage peut devenir siège des inégalités sociales si on n'alimente pas. Et toute la question vient là. Comment alimenter la faculté du langage depuis la naissance? Parce qu'elle existe à la naissance. Le bébé, nous savons tous, c'est tellement sensible à l'intonation de la voix, etc. Et plus on alimente la faculté du langage, plus la langue orale, par exemple, va avoir un déploiement différent. Et en fait, tout le destin individuel et social de l'être humain se joue dans la langue.
et le rapport à la langue orale, qui est tout à fait... La capacité à apprendre la langue orale est neurologique et égale pour tout le monde. Mais toutes les familles, tous les bébés n'ont pas la même chance d'avoir été accompagnés dans le déploiement de la langue orale grâce à la littérature infantile, les versets, les comptines. Et c'est pour cela qu'on peut lire des textes poétiques depuis la naissance, parce que le bébé vient au monde déjà enchaîné par la musique de la voix. Il a construit, avant de naître, avec la construction de la neurophysiologie et l'audition, il est fonctionnaire à la naissance, et mine de rien, il est fonctionnaire à la naissance, et tous les enfants du monde distinguent des voix des personnes qui les entourent. Tous les enfants du monde à la naissance construisent du sens à partir de l'intonation de la voix. C'est-à-dire que le bébé a une capacité naturelle de reconstruire en partie l'état interne de la personne qui lui parle par l'intonation de la voix. Alors, il faut alimenter cette compétence naturelle. Et si on ne l'alimente pas, on est en train de contribuer à créer des inégalités sociales. Parce que le bébé qui a reçu tout cela, la lecture individuelle à haute voix, va à capter une quantité d'informations par rapport à la langue. Que la langue de la vie quotidienne, c'est important, bien sûr, mais la langue des récits, de la littérature, etc. Et ça va se déployer, on va la trouver à l'école. Pour apprendre à lire et à écrire, ça va se passer mieux que celui qui n'a pas eu ça. Savoir qu'il y a des sens dans un texte, qu'il y a de la voix dans un texte, c'est des apéritifs fondamentaux pour apprendre à lire et à écrire. Et tous les enfants les captent d'une manière naturelle. C'est-à-dire, dans aucune société du monde, on a considéré nécessaire de donner des cours à un bébé pour qu'il apprenne à parler la langue orale. Mais il faut lui parler, il fait son travail. Il faut lui donner la langue dans toute sa complexité. J'exagère dans toute sa complexité parce qu'on n'aura jamais pu le faire. Mais déjà qu'un bébé puisse écouter un passé simple, que existe simplement dans la littérature ou la poésie, qui n'existe pas dans la vie quotidienne. S'il n'a pas écouté par la lecture à haute voix, quand il arrive à l'école à apprendre les passés simples par la grammaire, c'est un peu trop tard. Tandis que les bébés qui ont reçu cette littérature tout à fait naturelle, quand tu racontes des histoires, ils utilisent aussi les passés simples d'une manière spontanée. Et actuellement, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement compliqué, il y a une tendance à supprimer les passés simples. Si on supprime les passés simples, si on supprime les passés simples depuis le début de la vie, c'est une manière d'empêcher à des enfants de devenir des poètes et des écrivains. Parce qu'un écrivain qui ne sait pas utiliser les passés simples ou un poète, il ne pourra pas le faire. Et voilà. Et ça se passe naturellement. Pour un enfant, les passés simples, ça s'apprend d'une manière naturelle. Pour moi, le passé simple, c'est une condensation d'une beauté incroyable, d'infinité de pensées, d'une condensation de la pensée, que si vous changez ça par un passé composé, vous cassez tout. C'est une note musicale, d'une beauté spécifique à la langue française, d'une synthèse, et les enfants l'adorent, ils l'aiment. Voilà. Voilà, c'est une très belle phrase. Et en fait, pour un plasticien, et ce que nous avons entendu avec Sylvie de la demande d'accès, par rapport à l'utilité de cet objet, justement, c'est comment, par rapport à l'exclusion, un enfant, en fait, grandit dans l'émerveillement. Pour un plasticien, on lui offre de l'émerveillement. Ce qu'offre un livre, c'est une fenêtre sur le monde. Une œuvre d'art, c'est une fenêtre sur le monde, c'est une ouverture. Effectivement, les gens qui sont déjà aptes et qui, naturellement, les parents qui apportent du livre à la maison n'ont pas besoin de ce type de choses. Ce type de choses, on l'a remarqué l'autre jour, c'est l'enfant qui est attiré par ces couleurs, par cette sorte d'abstraction. C'est l'enfant qui va entraîner le parent à lui proposer un livre. C'est ce à quoi peut servir cet objet. En fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Ce qui fait que nous n'avons pas voulu répéter le livre, parce qu'il y a des illustrateurs absolument formidables, des auteurs de textes extraordinaires. Donc la question, ce n'était pas comment on dit, oui, c'est ça, d'illustrer le livre ou de le répéter, mais d'apporter quelque chose d'étonnant pour attirer le petit qui va prendre la main de ses parents pour lire avec lui. C'est pourquoi il y a le tuyau qui passe, etc. C'est pourquoi aussi on a visé quelque chose de très abstrait, parce que c'est l'enfant grandissant et en allant à l'école
qu'il perd finalement toute sa... L'enfant n'a pas d'a priori sur les choses. Dès qu'il commence à grandir, à partir de 7 ans, c'est redoutable. L'enfant a des a priori terribles. Il commence à devenir sérieux, il rentre dans l'âge de raison, et à ce moment-là, il voit ce qu'il a été conditionné à voir. Tandis que le tout petit, il va s'extasier devant un Miro, on aurait pu faire du Miro. Donc on a fait référence à des très grands artistes, volontairement, et à des formes totalement élémentaires, pour laisser cet imaginaire travailler et pour que c'est l'enfant qui fait le travail pour entraîner la culture. Et ça, c'est un peu la leçon que nous avons retenue d'Accès, Sylvie et moi, il y a 20 ans ou 30 ans. On avait fait un petit, peut-être vous l'avez rencontré, c'était un livre renversé, dans lequel on rentrait, qui étaient 2 grands châssis de toile, une sorte de tente de canadienne, et on passait les pages du livre pour rentrer dans cette petite tente, et c'était avec une girafe qui était comme ça, une signalétique, et un coffre avec toutes sortes d'objets magiques. Dans le coffre, il y avait les best-sellers choisis par les enfants, et Dieu sait que l'adulte va choisir des jolies images. L'enfant va cibler incroyablement le livre. Pourquoi Tannhauben, ça reste si moderne alors que c'est juste de la photographie tellement simple, mais c'est tellement élémentaire. Donc en fait, c'est autour de cette question, voilà, c'est autour de tout ça. Et il y a aussi tout un aspect qu'on a voulu développer, puisqu'on nous avait quand même demandé que ce soit utile. Donc pour nous, utile, c'était quoi? Ni une boîte à jeux, ni un mobilier. Ça devait être aussi utile dans le sens où Accès nous avait employé le mot de signal. C'est-à-dire que ça devait être aussi un objet qui signale la présence d'Accès et qui signale qu'il y avait quelque chose de spécifique autour de la petite enfance. Et on a voulu aussi faire en sorte que l'utile, ce soit dans le sens de l'appropriation directe des enfants et des adultes. Et c'est pour ça qu'on a des objets amovibles, c'est pour ça qu'il y a des petits espaces pour que les enfants puissent déplacer les objets, les enlever, éventuellement que les gens qui travaillent avec eux puissent rajouter leurs propres objets. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien. Il y a quelques objets clés qui sont la main, le bateau et la matrioshka. On voulait un peu des sortes de formes, j'allais dire, un peu archétypales, qui évoquent le corps. Alors, les mains, on ne sait pas tellement, on n'a pas vu si les enfants s'en servaient, mais pour nous, c'était aussi lié à l'idée de la comptine, c'est-à-dire des jeux qu'on fait avec les mains, etc. Donc, peut-être bouger les mains et bouger les objets et jouer avec... Voilà, et les marionnettes à doigts, en fonction des histoires racontées. La barque, ça évoquait bien évidemment le voyage, mais il y avait aussi une espèce de forme. On a aussi travaillé avec, en plasticienne, c'est-à-dire en sculpteur et en peintre, avec des sortes une idée de l'esthétique générale de l'objet, plutôt du côté des constructivistes et des abstraits, pour avoir justement des formes qui étaient à la fois reconnaissables et qui pouvaient dire autre chose. Plus elles sont simples et en même temps avec des variétés de formes, plus elles peuvent devenir autre chose. Et puis on s'est aperçu aussi c'est l'autre jour en observant les enfants la première fois qu'on l'a installé, qu'on avait pensé à cette histoire de livre ouvert et d'armoire magique, etc. Mais l'autre jour, on a réalisé que la première petite fille qui est venue, elle s'est installée, sa mère était d'un côté, elle s'est installée systématiquement de l'autre côté, donc elles étaient séparées tout en étant proches, donc on s'est aperçu tout d'un coup, ça faisait aussi comme une espèce de petite maison avec des cloisons, et que ce jeu sur je te vois pas, tu es loin, tu es près, avec le tuyau qui servait de lien, ça fonctionnait assez bien. Bon, le tuyau, on était parti de l'idée de la musique, du son, de la voix. Et bon, ça a l'air de tellement bien fonctionner qu'on va peut-être en mettre un deuxième. Non, voilà, c'est juste un objet très symbolique, en fin de compte, et qui peut paraître inutile, je le répète, pour les gens qui manient bien le livre, mais qui ne l'est pas du tout. En fait, j'interviens très très souvent dans des stages sur qu'est-ce que c'est les arts plastiques et les bébés. Je parle tout le temps de l'émerveillement, je parle tout le temps de cette sorte d'ouverture d'esprit qu'a le tout petit. On a beaucoup à apprendre de lui. Et en art plastique, la façon dont il s'est si bien regardé, et je dis aussi toujours cette phrase, c'est que l'enfant
le problème pour les adultes, c'est que les yeux ont des paupières et que plus on avance, plus les paupières se ferment et l'enfant, lui, voit tout. Donc, il y a des petits détails à voir dans les interstices et il va se raconter son histoire. Voilà, c'est tout. Et probablement, il y aura des utilisations auxquelles on n'a pas pensé, qu'on n'a pas prévues, qui vont nous surprendre. Et par exemple, comme utiliser les cuillères en bois, les objets en bois pour taper sur les caisses et faire de la musique, faire passer le tuyau dans le trou. Enfin, bon, voilà, on n'a pas tout anticipé et on voit bien qu'ils vont l'utiliser de façon... Et puis, je dis eux, mais aussi les bibliothécaires, les adultes qui vont être avec eux. Il y avait quand même aussi l'idée que l'objet puisse s'adapter aux lieux dans lesquels on va le mettre, en fonction des tapis, en fonction éventuellement des objets qu'on peut rajouter ou enlever, s'il y a une thématique particulière, s'il y a, je ne sais pas moi, une réflexion autour de certains contes qu'on a envie de mettre d'autres objets. Il y a quand même l'idée que l'objet, il peut se transformer, enfin, il peut être adapté, il peut être utilisé de façon assez variée, aussi en fonction des lieux. Ça veut dire qu'il y a une personne qui raconte une histoire ou qui parle seulement, ou les deux? Ah, d'accord, donc il y a un petit entonnoir, d'accord. Coucou. Il était une fois. D'accord. Donc mère-enfant, enfin parent-enfant ou professionnel-enfant, enfin d'accord. Enfant-enfant, oui. D'accord. Lors de la fête de la ville à Aubervilliers, il y a une compagnie d'artistes qui a utilisé ce concept pour raconter des contes. Donc, mais c'était pas un tuyau, c'était des bâtons, enfin comme des bambous. Et en fait, donc il rencontrait les gens qui passaient et il leur racontait, il leur tendait le bâton de bambou et leur racontait une histoire. Et c'était vraiment, enfin, ça m'a tout de suite, ça a fait écho. Voilà. Je peux répondre à cette question-là. Le tuyau, il sert à quoi? Parce que, avec un micro, mais justement, une des choses qu'on apprend aux bébés, et pour arriver à leur faire supporter la très grande frustration d'être si petits alors qu'ils sont entourés de gens si grands et si savants, c'est de faire semblant. Et donc le tuyau, il permet de faire semblant d'avoir un téléphone ou un micro ou un objet comme ça, hein, ou encore d'autres... Quand on disait tout à l'heure que Bachelard disait qu'un objet, c'était une théorie matérialisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont matérialisées dans ces dispositifs. Et une des choses que j'ai pensé au tuyau, chacun pense en fonction de ses fantasmes, c'est que pour moi, un des grands défis de la science, c'est pouvoir comprendre comment la langue orale rend audible la pensée. Ce qu'on est en train de faire dans ce moment-là, à travers de cette musique de ma voix avec tout mon accent, qui arrive à rendre audible une activité invisible de pensée. Ça, la science ne pourra jamais expliquer. C'est une compétence naturelle. Et comment est-ce que l'enfant, il faut lui donner un dispositif pour rendre audible, etc. Les symboliques, parfois, ont besoin de matérialiser pour exister. C'est la mise en scène de ces phénomènes tellement inexplicables, rendre audible la pensée. Et c'est une phrase, mais la science ne pourra jamais expliquer ça. Dans notre idée, cet objet, si modeste soit-il au niveau de sa taille, il recrée un espace autour. C'est-à-dire que, il dégage des rayons, des sortes de rayons d'action. Et alors, l'intérêt du sol, c'était un peu d'attirer, mais c'était de constituer un espace autour de l'objet, c'est-à-dire pas simplement l'objet lui-même, mais l'espace autour qui fonctionnait un peu comme un aimant. Et c'est pour ça qu'on tenait à ce que ce soit intéressant de tous les côtés, puisque de l'autre côté, on peut passer. Voilà, il y avait l'idée d'un objet qui matérialise aussi un espace, donc qui encore matérialise quelque chose, un espace abstrait, mais dans lequel il se passe quelque chose de spécifique. Il y avait vraiment, dans l'intention, on va dire, du projet, il y avait cette idée et c'est là qu'on se différencie de l'exposition un peu frontale, c'était que ce soit un lieu habité qui donne la place à la fois au livre, à l'enfant et puis aux parents.
ce qu'il y a, c'est que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'observer et de manipuler cette exposition, donc ce qui rend parfois, je pense, les questions un peu difficiles, puisque vous n'êtes peut-être pas assez approché de l'exposition. Ce qu'on vous invite à faire, parce qu'il faut que vous la manipuliez, vous allez voir, Sylvie parlait d'objets qui sont amovibles et d'autres qui sont fixes. Donc c'est très important dans l'approche, parce que justement, les enfants vont découvrir. C'est-à-dire que c'est un objet aussi surprenant. Il se dévoile pas immédiatement. Et cette expérimentation invite à l'exploration. Et ça crée des petites surprises. On essaie d'enlever le bateau, mais non, celui-là est fixe. En revanche, je ne sais pas si tu peux juste en enlever un, montrer un objet. Voilà, par exemple, celui-ci va être mobile. Et avec Marie, nous étions samedi matin à observer les enfants, parce que c'est la première fois que on était, Stéphanie et toute l'équipe de la médiathèque nous avait invités à venir pour regarder comment ça se passait, le premier contact avec cet objet. Et on a vu plein de choses. On a vu des enfants, cet objet qui n'a pas véritablement une signification immédiate. Chacun y projette ce qu'il veut. C'est devenu une glace. À un moment donné, c'est un crayon, une fois un bonhomme, et chacun y projette ce qu'il veut. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de cet objet, de ce que nous, on a pu en tout cas observer. Je trouve aussi que c'est un bel objet pour accompagner les professionnels à voir la lecture différemment, puisque moi, je travaille avec un public assistante maternelle et que ça peut les aider justement à comprendre que la lecture, ce n'est pas forcément un moment où l'enfant doit rester statique, et que c'est un moment où il peut bouger, manipuler. Voilà. Parce que nous avons discuté entre nous, il n'y a pas de livre avec. Donc il y a inévitablement une réflexion, des échanges que vous devez faire avec des personnes qui travaillent hors les murs, les assistantes maternelles, comment ça va se passer, le fond de livre aussi. Des listes, voilà. Hein, mais c'est vrai que le moment d'animation que nous avons vécu autour est très encourageant. Parce que vous posez ça, et à ce moment-là, il y a une attraction, quoi. Enfin, en rapport. Je ne sais pas du tout si c'est en rapport, mais ils vont choisir des livres particuliers pour aller entraîner les parents. Ça, j'insiste beaucoup sur cette chose-là. C'est l'enfant qui entraîne. Hein. C'est ce qu'on a constaté à chaque fois. Et je trouve qu'il faut le dire. C'était vraiment ça la commande, quoi. Et pour les objets, on se disait finalement, s'ils se perdent, eh ben, tant pis. Je veux dire que toute bibliothèque récupère des vêtements, des objets. Au bout d'un an et un jour, ça vous appartient. Hein. Vous pouvez les mettre là-dedans, les peindre, les mettre des porte-manteaux, transformer. C'est vrai que dans notre travail, et on l'avait fait précédemment aussi, on cherche vraiment l'objet qui ouvre. Pas l'objet qui ferme, l'objet qui autorise. En fait, l'art, c'est quelque chose qui autorise. Donc, c'est à vous de prendre possession aussi de ça. Je pense qu'il y aura des appropriations multiples en fonction des professionnels de la bibliothèque, des programmes de la bibliothèque. Moi, si on me donnait cet objet à l'utiliser, moi, je dirais comment créer un rythme de séance des mêmes enfants, 4 ou 5 enfants, toutes les semaines, tous les 15 jours, ou une fois par mois, je ne sais pas, selon la disponibilité de la personne, des professionnels que vous voudrez assister, et des parents et des enfants. Et créer un rythme, parce que pour moi, le rythme, c'est extrêmement important. Le rythme dans un lieu spécifique, pour que les enfants puissent se souvenir que tel jour, la semaine prochaine, on va là, on se mémorise l'objet, on se mémorise les livres qu'on a lus, etc. Et ça, c'est très important, pouvoir créer une mémoire rythmique autour de la rencontre d'adultes, les livres et l'enfant, parce que c'est de ça qu'on se souvient quand on est adulte. Parfois, on pense, ce soir-là, quand ma grand-mère me racontait une histoire, etc. Voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut créer un rythme.
pour moi, un professionnel qui veut effectivement accompagner l'enfant dans la lecture individuelle, créer un rythme selon des possibilités des parents qui peuvent assister, si c'est le samedi, je ne sais pas, ou si c'est la grand-mère qui va venir, et tous les 15 jours, etc. Et le rythme, c'est important, parce que les enfants peuvent anticiper quand ils aiment quelque chose, ils anticipent, ah, je vais aller. Et ça, donner la possibilité à l'enfant d'anticiper par rapport à un espace, une rencontre, c'est quelque chose d'humainement très important. Voilà. Ou le proposer, enfin, la raconterie, ou enfin voilà, cet objet-là, ou le mettre. Nous, on travaille dans un relais d'assistante maternelle qui fait partie d'un espace famille où il y a un centre social. On a une salle polyvalente. Est-ce que c'est vraiment à destination des médiathèques? Et les médiathèques, voilà, les professionnels des médiathèques le proposent régulièrement parce que les assistantes maternelles vont une fois tous les 15 jours à la médiathèque. Enfin, je me dis comment on l'investit, où, pour qui, voilà. Avant animé, je fais un petit coup comme ça de complicité avec Sylvie Amiche, l'Observatoire du 93. Et je me souviens, répondant à votre question, c'est vrai que ça pose énormément de questions. C'est l'occasion, je pense, de faire des réunions. Même si on n'a pas matériellement, mais d'avoir la synthèse de la vie de chacun, etc. Je me souviens de personnes qui intervenaient dans l'Observatoire qui racontaient toute l'histoire de leur projet, et alors on a discuté où on pouvait le mettre, etc. Enfin, qu'est-ce que c'était le mieux pour l'ensemble des services? Et bien, à un moment, elle dit, on a décidé que ça serait un coin central. Alors, j'ai trouvé assez joli ces jeux de mots. Alors, c'était un lieu d'accueil, effectivement, où ils avaient mis au milieu, un coin central. Le coin, où sera le coin intime, ça peut être aussi dans un passage. Et je pense que c'est une occasion d'échanger la matérialité de cet objet aussi. Parce qu'on n'échange pas autour de n'importe quoi, on échange justement autour de quelque chose qui nous fait imaginer, comme ça vient d'être dit. Mais c'est bien un petit coin aussi dans un couloir. Parce que tous les lieux d'attente, justement, un lieu d'attente, c'est exactement justement pour entraîner le parent à autre chose. La question, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait un adulte, obligatoirement toujours quelqu'un à côté? Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a vu que les adultes se mettaient aussi en scène dedans, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont assis sur le petit siège, ils changent de fonction, ils sont eux-mêmes... un peu quelque part, ils redeviennent aussi un petit peu des enfants. Pour revenir sur des questions matérielles, c'est vrai que la question de la place des objets, le fait qu'ils vont peut-être circuler, qu'ils vont peut-être disparaître, que les enfants vont partir avec, etc. On peut soit considérer qu'il faut toujours un adulte, ou on peut laisser l'objet vivre à sa guise, en sachant qu'il n'y a rien de précieux, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de... Il ne peut pas tomber. Voilà, c'est stable. Alors nous avons choisi l'emplacement en parlant avec les deux artistes. Et c'est vrai qu'on l'a installé dans le coin des tout-petits où il y avait des livres autour. Donc, ce qui donne la possibilité aux enfants effectivement de choisir les livres qu'ils choisissent dans ce petit module-là. Et ça fonctionne super bien. On l'a pas ouvert vers l'entrée. On a vraiment fait en sorte que les enfants découvrent et se demandent ce que c'est. On a beaucoup joué sur la surprise. Donc, il n'y a pas de médiation. Au départ, on ne dit pas aller voir le module d'accès en bas. C'est vraiment les parents et les enfants qui sont surpris. J'ai un peu relevé des mots qui ont été dits autour de l'objet. Il y a eu « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte à malice ?» ou « Qu'est-ce que c'est que cette cabane ?» Il y a eu « cabane ». Il se cache derrière tout de suite et il touche les objets, effectivement. Le bateau a beaucoup de succès, il crée beaucoup de frustration puisqu'ils essayent de l'enlever, ils n'y arrivent pas. Et puis nous, enfin moi je sais que étant dans l'observation, je suis restée pas mal autour pour reloader l'espace, c'est-à-dire remettre le tuyau en l'air pour qu'il puisse... parce que c'est vrai qu'il va très très vite au fond de la bibliothèque, il reste pas forcément autour du module.
Donc je le remets régulièrement, je l'ai remis régulièrement en présentation pour qu'ils puissent s'en emparer et recréer les surprises. Et puis j'ai répondu aux questions lorsqu'on me les posait, et sur le petit lapin aussi, qu'est-ce qu'était ce petit lapin, le logo d'Accès, et puis ça crée des discussions quand les questions sont posées. Et les enfants s'en emparent effectivement très très bien. Voilà. Et très vite. Et ils se cachent, et effectivement l'espace est observé de tous les côtés. Les ronds qui sont, le chevalet qui sert à retenir la structure, en fait, peut être aussi un petit labyrinthe dans lequel on passe. Non, c'est vrai que les cubes, les cubes sont des sièges, mais sont aussi des bacs à livres. Ils se transforment, c'est-à-dire ils sont observés dans les pleins et dans les vides. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, ils jouent aux bibliothécaires. Là, les petits de 15 mois, ils sont... En écoutant vos commentaires, je trouve que c'est extraordinaire que la motricité de l'enfant soit autorisée en même temps qu'il y a les livres, etc. Et cette activité motrice qui va se transformer lentement en pensée intériorisée et dans une intersubjectivité gratifiante. Et moi, je trouve que si ça permet ça, parce que parfois, la grande difficulté avec la lecture à haute voix, que nous, à Accès, on disait, la lectrice continue à lire même lorsque l'enfant s'éloigne, parce que de toute manière, il y en a 2 ou 3 qui écoutent la lecture, mais lui, il s'est éloigné, pas parce qu'il ne veut pas la lecture, mais parce qu'il a vu quelque chose d'autre qui est bon. Et ça, c'est cette activité motrice dans la proximité, hein, qui est là. Et c'est extrêmement intéressant que la lecture individuelle soit accompagnée du jeu, de jouer, et d'activités motrices. Et que cette activité motrice fasse un ensemble. Parce que nous savons tous comment l'enfant a des difficultés pour rester immobile. Et cette activité motrice est tellement inhérente à l'enfant, mais au fur et à mesure que l'activité mentale, symbolique s'intériorise, l'enfant a besoin de moins bouger, parce que c'est la pensée qui bouge, si vous me permettez l'expression. C'est quoi? C'est un objet unique à ce jour, ou est-ce que c'est un objet que vous allez avoir en plusieurs exemplaires? Parce qu'on risque d'être plusieurs à être intéressés, à éventuellement souhaiter vous l'emprunter. Monsieur parlait également de rythme. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un objet pour une durée assez longue, idéalement dans nos structures. Est-ce que c'est quelque chose qui va être proposé en prêt, à la vente? Comment ça va se passer? C'est cela qu'on appelle proposer des formes ouvertes, des formes symboliques, des formes où tout le monde peut retrouver... c'est toi-même, Marie, qui, quand tu parlais des premiers dessins d'enfants, il y avait je gribouille, je tape, je perce la feuille, je fais le carré, la maison. Elle est toujours pareille. Le carré, le rond, le triangle sont des formes essentielles, fondamentales, dans lesquelles on se construit complètement et qui sont un peu la base de tout et de tout l'imaginaire. L'imaginaire est quand même après, toute la narration est portée par le livre. Donc il ne faut absolument pas rivaliser avec dans une structure comme celle-là. Il faut quand même dire qu'on était parti sur 2 projets. Un deuxième projet qui était extrêmement différent, qui d'une certaine façon était une sorte d'isoloir, de cabane avec des pans en tissu. Voilà, comme une cabine. Voilà, le principe, c'était la cabine d'essayage, donc un lieu vraiment fermé, mais dans lequel on pouvait rentrer, et qui était beaucoup plus... l'idée, c'était qu'il ait aussi quelque chose d'un petit peu, pas effrayant, mais un peu plus mystérieux dans le sens noir, avec des sortes de petits éléments presque comme des sortes de petits objets magiques accrochés à l'intérieur. Et donc là, on était... Et avec une sorte de monstre dessiné, là, on était beaucoup plus dans quelque chose de, j'allais dire, une autre forme de représentation primaire. Et en fait, on avait 2 pôles qui étaient complètement opposés. Et l'unanimité s'est tout de suite faite sur celui-là. Je pense aussi parce que du point de vue pratique, c'était un objet plus aisé, plus facile à utiliser, peut-être plus sûr. Mais on aurait pu très bien, comme Marie parlait du gribouillis, on aurait pu très bien aller du côté des formes élémentaires avec quelque chose de beaucoup plus gestuel, de beaucoup plus matériel, de beaucoup plus tactile. Là, on a opté aussi pour un
j'allais dire, on a choisi aussi une sorte de champ artistique qui était du côté de l'abstraction, du côté des artistes contemporains, des constructivistes russes, de Sol Lewitt, voilà, d'un certain champ d'art contemporain, parce qu'on pensait aussi que c'était une ouverture à cette forme d'art pour les enfants, peut-être aussi pour les parents, et parce que le rapport avec l'architecture, c'est-à-dire avec le lieu et l'espace, était plus évident avec ces formes-là. Donc le côté géométrique, le côté structure, le côté maison, le côté... Voilà. Donc, ce qui n'empêche pas le mystère et qui n'empêche pas la réflexion. Mais disons que c'est une optique parmi d'autres. Et c'est vrai que l'autre objet était plus proche de ce qu'on avait fait il y a 20 ou 30 ans. Maison ouvre ta page, qui était plus sur le voyage et quelque chose de beaucoup plus... comment dire ? Voilà, ça s'appelait Petit livre en voyage. Il y avait la girafe, il y avait la tente, il y avait un tapis zèbre et il y avait un côté beaucoup plus axé sur les matériaux et le corps était sollicité de façon différente. Là, il y avait vraiment l'idée que d'une certaine façon, plus on était dans l'abstraction, plus c'était l'imagination qui devait travailler. Et on a toujours, en tant qu'adultes, parfois nous avons l'impression que les enfants, qu'il faut les présenter des choses très simples aux enfants, parce que les enfants ne sont pas capables de capter l'abstraction, la condensation. Or, précisément, les enfants sont extrêmement condensés dans les activités qu'ils font. Pour moi, par le langage, par exemple, lorsqu'un enfant prononce par exemple, le mot « encore », avec le mot « encore », on passe toute la journée avec lui. Et c'est le mot « encore » qui permettent tellement d'activités. Qu'on est en train de manger, il y avait quelque chose en plus encore, ou pas encore, etc. On est au manège, la machine s'est arrêtée, il dit encore, etc. On le met sur les épaules et on joue, on s'arrête, il dit encore. Bon, on le met sur la bouette pour faire un petit promenade, on s'arrête encore. Il y a un mot qui permet la mise en scène d'une activité de pensée qui est ouverte. Vous comprenez? Et c'est ça, les enfants sont capables par des constructions très simples. Un enfant, quand on arrive chez eux, à la maison, qui voit un paire de chaussures, il montre le paire de chaussures en disant « Papa ». L'enfant, il ne va pas confondre les paires de chaussures avec son père. Mais il utilise la présence de quelque chose pour renvoyer à quelque chose qui est absent, pour dire une condensation impressionnante. Et voilà, c'est ça l'activité symbolique de l'enfant, qui à partir des choses minimalistes peut faire des choses extrêmement complexes. Et je pense qu'ils sont extrêmement sensibles à cela. Il y a tellement de choses qu'on peut aller dans un autre sens, ça parle de manière différente. On va l'approcher. C'est juste une petite anecdote. Vous avez déjà vu des tout petits devant des tableaux de Miro, tout bleus, avec des sortes de... Ils éclatent de rire. Et babillent en montrant du doigt des petites choses et en racontant des choses à leurs voisins. Je me souviens d'une exposition où il y avait le 3e âge et des tout petits. Et le 3e âge regardait ces petits et du coup découvrait la peinture via les enfants. C'est vraiment ça notre travail. Ça tourne autour, c'est cette histoire de passage. D'ailleurs, ça c'est une porte de passage. On pourrait dire ça. Dans cet objet, donc, on utilise beaucoup de sens de l'enfant. Donc, Louis, effectivement, si on lui raconte les histoires de façon individuelle, le tuyau, la vue pour la couleur, le toucher pour les petits objets. Est-ce que vous avez également utilisé des textures parce que là, je vois les couleurs. Est-ce que les couleurs ont des textures différentes ? Non, c'est juste la couleur comme un tableau, en fait. Parce que c'est vrai que les livres d'enfants, on sait qu'ils touchent aussi énormément. Ça passe aussi beaucoup par le toucher. On a 2, 3. En fait, on a surtout des objets en bois parce qu'on voulait que ce soit solide, durable, bien fait. Donc il y a surtout des objets en bois, mais on a mis quelques éléments qui ont une texture, notamment cette espèce de cuillère à laquelle on a rajouté des cheveux avec du raffia. On a pensé justement que ça faisait... C'était aussi que visuellement, ça faisait une forme un peu brouillonne qu'on trouvait, utile. Et il y a un peu de tissu. Et puis, les textures, c'est surtout dans les sculptures du bois. Mais sinon, on s'est posé cette question-là, mais on n'était pas dans la logique du tapis de jeu
et on avait peur que les choses s'arrachent. Voilà, mais on est... Oui, oui, c'est vrai qu'on... Parce qu'on a craint les choses qui s'arrachent. Ouais. Parce que la toile émerie, un peu de velours à la place d'une couleur. Mais là, on est quand même on serait dans le tapis d'éveil. Et on était tellement loin de ça dans notre imaginaire. Mais je trouve que c'est une idée à retenir. Parce que finalement, c'est un prototype. Hein. Il peut être à l'écoute des commandes, en fin de compte. Complètement. Mais c'est vrai que ça s'effrite avec le temps. Enfin, on a un problème de solidité parce que c'est un travail très artisanal, en fait. Hein. C'est pas pour excuser le prix de l'association Accès. On vous dit pas combien on leur vend, mais c'est un travail très artisanal qui est incontournable au niveau du temps et la question de la solidité, quand c'est artisanal, est très délicate. Et on a quand même largement privilégié la couleur et la forme. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la question des couleurs. Il y a je ne sais pas combien de couches, il y a je ne sais pas combien d'essais de couleurs. Et donc, c'est vrai que c'est là-dessus qu'on a mis l'accent, sur la puissance, la beauté des couleurs. Oui, qu'on a travaillé ensemble aussi. Ça a été une commande, avec beaucoup d'échanges. Et moi, je remercie les artistes parce que, en fait, c'est un objet qui se rapproche à ce qu'est l'objet livre aussi. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, sans les mots. Sans les mots, mais Tanaoban, il n'y a pas les mots non plus. Hein. J'avais envie, voilà, on parlait de Tanaoban, ce n'est pas n'importe quelle photo. Les photos peuvent être sans imagination, complètement plates. Moi, j'ai vraiment toujours dans les yeux les deux photos avec le chien en terre cuite, donc rendu pas dangereux. Et puis, mais enfin, tout de même. Il a une gueule. Et puis, oui, je sais bien. Et alors, cette glace au chocolat qui va fondre. On salive. Et attends, elle va tomber. C'est vraiment Et ça, c'est le talent de la photographe, de faire bouger et de faire raconter une histoire à partir d'une photo. Et qu'il y a des photos complètement plates. Je trouve que c'est le talent. On a pris des artistes de talent. Et effectivement, ça se rapproche de ce que c'est, avec la spécificité d'artistes plastiques. Il n'y a pas les textes, mais ça raconte quand même. C'est un appel à raconter des histoires. Je voudrais dire un petit mot aussi sur les tapis. Personnellement, je suis vraiment, enfin, j'ai un peu honte de moi parce que j'ai une petite passion anti-tapis. Je veux dire, on a quand même eu notre action de donner des livres, des vrais livres, les albums de Tanaoban à la naissance, les albums en noir et blanc. Dieu sait si on a eu des problèmes à ce moment-là et Dieu sait si on connaît leur succès. Enfin, on s'est beaucoup battu pour les livres. Et là-dessus, il y a quand même eu une sorte de petite épidémie de tapis de lecture où on privilégiait des tapis pas beaux, pas fait par des grands artistes. Alors, je parlais à la bibliothèque. Quand on rentre à la bibliothèque de Chelles, il y a un merveilleux tapis. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais qui est fait en même temps pour les bébés. En même temps, il y a beaucoup d'établissements pour handicapés, entre guillemets, des choses pour les amblyopes, les enfants aveugles, des choses comme ça, avec le toucher. Et ce tapis est vraiment une œuvre d'art. Alors là, ça va. Mais se dire qu'on va faire, comme on n'est pas sûr que les livres marchent bien, etc., ou bien, j'ai deux choses comme ça qui m'agacent un petit peu. Donc alors, la formule tapis, qui est en même temps pièce géométrique, occupation de l'espace, alors ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'on on a besoin de délimiter des espaces, mais de ne pas dire que c'est un appât pour aller vers le livre. Le seul appât, c'est le livre. C'est Bonsoir Lune, quand on va par là, on voit les bébés foncer dessus, hein, on le sait. Voilà. Donc, merci pour l'élément tapis avec les grands abstraits russes ou américains ou français. Si vous avez aussi un petit témoignage ou des remarques à chaud sur cet objet, elles sont les bienvenues. Parce que je voudrais quand même insister sur le fait qu'une des caractéristiques d'Accès, c'est la co-construction. C'est-à-dire que cet objet, oui, il a été imaginé, il a une identité et il ne vient pas de rien, mais en même temps, on va aussi se servir de vos remontées, des observations faites par les professionnels pour le faire aussi évoluer.
Et ce petit R, parce que tu avais commencé à l'évoquer avec ce /0, c'est aussi pour montrer que c'est le prototype, R comme raconterie, numéro 0. À chaque fois qu'il y aura une commande, le numéro changera forcément et il y aura peut-être des modifications. L'idée, c'est que peut-être, il n'y aura jamais le même objet, la même raconterie. Oui, la structure, on ne va pas la changer fondamentalement, mais il pourra avoir des éléments un peu différents d'une raconterie à l'autre. Ça serait une manière de profiter de ce que les enfants peuvent nous apprendre et faire que les enfants participent à la construction de cet objet dans le futur. C'est ça, c'est extrêmement important ça. Parce que, bon, il est là. Maintenant, les enfants vont s'approprier, chaque enfant va l'approprier d'une manière différente. Ça va donner une richesse considérable. Les enfants vont nous apprendre beaucoup de choses. Ça nous sert aussi pour affiner notre petit raisonnement par rapport à ce que c'est que le monde intérieur de l'enfant, comment il se construit, etc. Et en même temps, on fait participer aux enfants à la construction de cet objet. C'est-à-dire c'est une activité partagée. Oui, je voudrais, avant de finir, dire que cet objet a sa valeur en soi. On en vendra, on espère, un certain nombre d'exemplaires, mais et nous, on aime bien les petites expériences, donc ça nous alimentera. Mais d'autre part, on va aussi s'en servir. On est en train de discuter pour faire un dossier, en particulier dans le réseau Première Page, pour l'associer à ce que nous pouvons apporter accès par ailleurs, nos publications, comment monter un projet, comment ça s'est passé, des projets qui ont bien marché, avec accès, j'en ai cité quelques-uns, et aussi des projets qui ont marché sans nous, avec uniquement notre matériel, entre guillemets. Donc ça sera, on va voir, on est en train, il y a une sorte aussi d'emblème, de drapeaux, un peu, enfin voilà, d'objets particulièrement significatifs et qui parleront pour nous avec la façon. Alors là, c'est gratuit, quoi. Et ça pourrait être dans notre matériel. Voilà. Vous allez pouvoir voir la caisse en plastique. Donc, la boîte, enfin les trois parties se désolidarisent, se dévissent. Elles ont chacune une housse en tissu. Voilà, tu vas faire comme dans les avions. Donc là, il faut être à deux, mais c'est léger, mais il faut être à deux pour le monter. Voilà, les deux parties dans les grands trucs, là. Et ensuite, les caisses gigognent, s'emboîtent les unes dans les autres et rentrent dans la caisse en plastique. Et les objets rentrent aussi dans la caisse. Donc, il y a une caisse et 3 colis entourés par ces tissus. Et en fait, il faut être 2 pour le monter parce qu'il faut bien viser les charnières et mettre les petits papillons, mais c'est un quart d'heure de montage, pas plus. Et il y a juste une dernière chose, il y a des plaques en bois pour protéger les deux faces de la boîte. Et dans les housses, on glisse les éléments du tapis qui sont découpés de façon à ce qu'ils restent à peu près plans. Et bon, une voiture avec le haillon aplati, ça marche. Hein, on n'a pas besoin d'un camion. Et c'est léger. Le tapis, c'est des tapis de danse. C'est des tapis recto-verso spécifiquement faits pour la danse. Toutes les peintures sont inifugées, donc c'est les tapis aussi. Hein, ça vient d'un fournisseur de trucs pour spectacles, etc. Est-ce que pour nos partenaires qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui, est-ce que celui-là, du coup, est-ce qu'on peut venir quelque part pour le voir en vrai? Parce que on va essayer de relayer, nous, à nos partenaires, mais est-ce qu'on va pouvoir donner un endroit pour aller regarder? Mais vous, donc, les mercredis matin, entre 10h et midi, et les samedis matin, entre 10h et midi, il y a un moment, en fait, qui est où nous, les bibliothèques, on se rend disponible pour accueillir les parents, les tout-petits, plus spécifiquement. Donc, vous êtes, si vous voulez, c'est là où il y a le plus d'enfants, de tout-petits, de toute façon. Donc, si vous voulez observer ce qui se passe autour de la raconterie, vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà. Non, vous êtes pas, mais vous pouvez vous signaler, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Et on l'a installé au sous-sol, voilà, dans l'espace des tout-petits.